Bonjour à tous et merci de vous être connectés aujourd'hui à cet événement. Bienvenue à notre premier rendez-vous IFG Live autour d'une thématique au cœur de l'actualité, à savoir pourquoi le véhicule électrique va s'imposer et pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Stéphanie Bonnet, je suis responsable des relations experts et intervenants au sein de l'IFG Executive Education, qui est l'entité formation continue du groupe Omnes Éducation. Aujourd'hui, pour traiter ce sujet, nous accueillons Julien Pillot, qui est enseignant-chercheur à l'INSEC, donc groupe Omnes, et également professeur associé à l'Université Paris-Saclay et chercheur au CNRS. Un très beau CV, Julien. Et donc, Julien, je vais te laisser la parole pour développer ce thème pendant environ 45 minutes et ensuite, donc, tu pourras répondre aux questions de nos participants qui vont s'afficher dans le chat sur votre droite. Julien, je te laisse la parole. Bon webinaire. Merci. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'inaugurer cette nouvelle saison des IFG Live sur un sujet qui, aujourd'hui, est un sujet qui passionne les foules, le véhicule électrique, qui va s'imposer à nous, puisqu'il a été décidé au niveau de l'Union européenne d'interdire la vente de véhicules thermiques à horizon 2035, 2035 étant une date limite. Les États membres de l'Union européenne peuvent éventuellement décréter, État par État, une sortie du véhicule thermique, en tout cas de la vente de véhicules neufs, de véhicules thermiques avant cet horizon 2035. Donc, quelque part, la mort en l'état actuel de la législation du véhicule thermique est programmée à court-moyen terme. Et donc, ce véhicule électrique qui va s'imposer, il pose quand même de nombreuses questions. Il pose des questions pour l'économiste que je suis, mais il pose également des questions à des environnementalistes, à des sociologues, à des sociologues également, tout un tas de champs disciplinaires différents qui se posent la question de la légitimité, de l'efficacité finalement de cette bascule très rapide et très brutale vers le véhicule électrique. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire comme exercice aujourd'hui ensemble. Si vous vous êtes connecté à ce live, c'est que le sujet vous intéresse au moins autant que moi. Et on va voir un petit peu si en mariant les résultats les plus probants de ces différents champs disciplinaires, on arrive effectivement à questionner peut-être ce véhicule électrique qui n'a peut-être pas toutes les vertus économiques, sociales, mais également géopolitiques et environnementales qu'on peut lui prêter de prime abord. Donc, si on regarde un petit peu les chiffres de vente actuels du véhicule électrique, on se rend compte qu'on est en progression. Il y a une progression qui est très nette, plutôt marquée depuis 2019-2020, mais qu'on reste quand même à des niveaux d'immatriculation totale qui restent relativement faibles. En cela qu'on est en fait au balbutiement du décollage du véhicule électrique. Vous voyez que dans le meilleur des cas, si je prends l'Allemagne, on est à 25% d'immatriculation de véhicules neufs en 2021 pour les véhicules électriques, sachant que ces chiffres sont très flatteurs pour le véhicule électrique. Ce sont des chiffres qui sont flatteurs parce que dans ces chiffres-là, on considère les véhicules hybrides comme étant des véhicules électriques. Or, les véhicules hybrides sont avant tout des véhicules thermiques qui roulent de temps en temps sur de la charge électrique, mais ce temps est quand même relativement restreint. On a tout un tas d'études scientifiques qui tendent à démontrer que les véhicules hybrides fonctionnent la plupart du temps sur leur moteur thermique davantage que sur leur moteur électrique, ce qui pose tout un tas de problèmes parce que ce sont des véhicules qui sont plus lourds que la moyenne et qui ont donc besoin davantage d'énergie pour être propulsés et également davantage d'énergie pour pouvoir être freinés, ce qui génère pas mal de particules fines. Mais si on regarde les 10 plus gros marchés du monde pour les véhicules, évidemment, vous ne trouverez pas les pays scandinaves, par exemple, sont très avancés en matière d'immatriculation de véhicules électriques parce que ce sont des petits marchés sur un marché qui est global. On se rend compte que, bon, on a effectivement une progression, mais qu'on est encore loin de la vague électrique qui, de toute façon, va finir par s'imposer à cause de la législation. C'est une histoire qui bégaye, en fait. L'histoire qu'on est en train de nous conter, c'est un grand retour en arrière. Parce que la photo que je vous présente là, en fait, c'est le premier véhicule électrique de l'histoire, c'est même le premier véhicule de l'histoire. C'est une invention de Thomas Parker, qui est un inventeur britannique, à qui on doit le premier véhicule électrique. Et vous voyez cette photo qui, je vous garantis,
sans trucage, elle date de 1884. Et en fait, le match entre l'électrique et le thermique, en matière de mobilité individuelle, il s'est déjà joué. Si je vous dis qu'aux États-Unis, qui est quand même le plus gros marché du véhicule, il se vendait davantage de véhicules électriques que de véhicules thermiques jusqu'en 1899. Vous allez peut-être regarder avec des yeux comme ça, mais je vous garantis que c'est vrai. Et si j'avais eu plus de temps aujourd'hui, je vous aurais montré ces chiffres en question. Mais le véhicule électrique a été une alternative possible au véhicule thermique et on a fait des choix industriels qui ont finalement standardisé le véhicule thermique comme mode de propulsion pour les véhicules individuels, à la fois sur les premiers marchés qui ont adopté à la fois les véhicules, mais toutes les infrastructures qui sont construites autour du véhicule, et ensuite qui s'est propagé à l'échelle du monde comme étant le standard dominant. Et un standard dominant qui est resté dominant pendant plus d'un siècle. Alors, quand on prend la décision, aidée par les pouvoirs publics, de revenir sur cette histoire pour repasser d'un monde du thermique vers un monde de l'électrique qui aurait pu advenir, on peut se poser la question de l'efficience économique. Et un économiste de l'innovation, ce que je suis, il va regarder un petit peu finalement la pensée de Schumpeter et se dire qu'on est sur un énième mouvement de destruction créatrice. Effectivement, il n'est pas totalement idiot sur le plan strictement économique de basculer d'un standard à un autre, si tant est que les emplois et la valeur économique qui est créée supplantent la valeur et le nombre d'emplois qui est détruit sur la partie économie du véhicule thermique. Seulement, voilà. Ça fait longtemps que les économistes, en tout cas les plus sérieux d'entre eux, ne regardent plus uniquement leur discipline pour évaluer l'efficience. L'efficience économique, elle est importante, mais elle ne se suffit pas à elle-même. L'efficience économique, elle doit être en fait supplantée par une efficience globale. Et pour regarder l'efficience globale, il faut regarder en fait l'ensemble des impacts qu'il faut essayer d'estimer de façon prospective, à la fois sur l'économie, qu'est-ce que le nouveau standard va pouvoir créer comme richesse et comme emploi, versus ce qu'il détruit, ce qui vous permet d'avoir ce bilan économique dont on parlait tout à l'heure, mais il faudra aussi regarder d'autres impacts à l'introduction d'une innovation, notamment l'impact environnemental, l'impact sociétal, mais aussi l'impact géostratégique. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette présentation aujourd'hui. Je vais vous montrer qu'en fait, lorsqu'on prend en compte l'ensemble des dimensions du véhicule électrique en l'état actuel des choses, à la fois de la façon dont sont détenues les ressources qui sont nécessaires à la fabrication de ces véhicules électriques, mais aussi en l'état de notre capacité, de notre connaissance technologique pour faire des éléments aussi importants que la batterie des véhicules électriques, mais également en l'état de la possession des capitaux qui sont nécessaires pour pouvoir, matériaux qui sont nécessaires pour pouvoir fabriquer ces véhicules électriques. En l'état actuel des choses, ça ne semble pas être un choix stratégique qui soit dénué de reproches. Alors attention, je ne veux pas que vous partiez de ce webinaire en vous disant que c'est un énorme réquisitoire contre le véhicule électrique. Je fais le choix d'axer la communication d'aujourd'hui sur les points qui questionnent ce choix de l'électrique, mais il ne faut pas occulter l'ensemble des vertus liées au véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est par exemple un véhicule qui a une efficience énergétique qui est supérieure au véhicule thermique, en cela qu'une grosse partie de l'énergie qui est impulsée dans les véhicules électriques se retrouve effectivement dans la propulsion, là où les véhicules thermiques sont moins efficients sur le plan énergétique parce qu'il y a seule une toute petite partie de la chaleur générée par la combustion du fossile est effectivement dédiée à la propulsion du véhicule. Les véhicules électriques aussi ont quand même la vertu d'assainir la qualité de l'air sur les endroits où il y a beaucoup de circulation et notamment des congestions, ce qui est plutôt très bien dans des périmètres urbains et périurbains, mais on va essayer de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à la considération du seul produit pour essayer de le voir dans un ensemble qui est beaucoup plus écosystémique. Et vous allez voir que les choses ne sont pas aussi vertes, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'elles n'y paraissent. Alors, pour entrer de plein pied dans ce petit exercice que je vous propose de faire ensemble aujourd'hui,
En bon économiste, je vais tracer la chaîne de valeur très simplifiée du véhicule électrique et on va regarder maillon par maillon de cette chaîne de valeur ce qui peut poser problème. Et je vais utiliser deux codes couleurs. Je vais utiliser le code couleur orange pour des problèmes qui sont des problématiques qui, à mon sens, pourront être résolues plus ou moins facilement dans un avenir relativement proche. Et je vais prendre également un autre code couleur qui sera rouge, où là, j'ai identifié, me semble-t-il, des écueils qui seront très difficiles à surpasser si tant est qu'ils le soient. Alors, commençons par le commencement. On va commencer par le véhicule. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, le véhicule en tant que tel, le véhicule électrique, a tout un tas de vertus. Okay, et il ne m'appartient pas aujourd'hui de revenir, de contester ces vertus. Elles sont factuelles, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a quand même 2-3 questions qui se posent. D'ailleurs, des questions que l'économiste va se poser de façon très naturelle. Ce sont des véhicules qui, en l'état actuel des choses, vont poser des problématiques d'emploi, tout simplement parce que ce sont des véhicules qui ont un taux d'usure qui est nettement moindre au niveau de leurs pièces, et donc qui va questionner la rentabilité de tout le réseau de réparateurs autour de ces véhicules-là, qui vivent aujourd'hui, en fait, de la réparation de certaines pièces de véhicules thermiques qui ont un taux d'usure qui est supérieur à ceux des véhicules électriques. Mais ça, à la limite, c'est relativement anecdotique dans la mesure où, tout simplement, c'est autant de coûts environnementaux en moins, d'une certaine façon. Mais par contre, ce qui pose un peu plus de problème, toujours sur le plan économique, c'est la compétitivité de nos constructeurs européens sur ce marché du véhicule électrique. On a des constructeurs européens, je dirais même occidentaux, si je sors Tesla de l'équation, qui ont un vrai avantage concurrentiel historique sur le véhicule thermique. Ce sont des champions du véhicule thermique. Et ces champions du véhicule thermique, ils ont largement contribué à la création de richesses de l'Occident, mais également ils sont pourvoyeurs d'emplois. Et ce sont autant d'acteurs qui contribuent également à l'effort fiscal. Si je regarde les chiffres de vente des véhicules électriques l'an dernier, je vous fais apparaître là sur l'écran. Bon, les véhicules européens manquent un petit peu à l'appel. Là, vous avez les 20 véhicules électriques les plus vendus en 2021. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe en fait des constructeurs européens qui sont relativement absents de ce classement et qui sont en plus ce qu'on appelle en stratégie stuck in the middle d'une certaine façon, parce que sur le haut de gamme, ils sont complètement aujourd'hui écrasés par Tesla, après lequel ils ne cessent de courir pour essayer de le rattraper. Et sur le côté, on va être plus moyenne gamme, voire bas de gamme du marché, ils sont aujourd'hui complètement balayés par les constructeurs chinois qui ont tout un tas d'avantages concurrentiels sur lesquels on reviendra dans le cadre de ce webinaire. Mais ces constructeurs chinois, ils ont, en plus d'avoir des produits qui sont aujourd'hui en capacité d'être produits en masse et donc de couvrir une grosse partie des parts de marché du véhicule électrique, ils sont aussi très forts dans ce qui est aujourd'hui le premier marché au monde en volume pour le véhicule électrique, qui n'est pas à une mesure protectionniste près en plus. Donc le marché chinois, c'est un marché qui est aujourd'hui largement dominé par les véhicules électriques chinois et il n'est pas garanti que les véhicules européens parviendront à pénétrer suffisamment ce gros marché pour y être durablement compétitifs. Et donc, si on n'arrive pas à être compétitif dans le monde du véhicule électrique, on perd en fait tous les avantages industriels que l'on disposait lorsque l'industrie s'organisait autour du thermique, avec les conséquences en matière de richesse, de fiscalité et d'emploi que ça peut engendrer. Les batteries. Les batteries, elles posent deux types de problèmes. Le premier problème n'est pas un énorme problème, c'est un problème aujourd'hui de standard. Le standard technologique dans les batteries qui est utilisé, qui est le standard lithium-ion, est un standard chinois. Et effectivement, comme c'est un standard chinois, non seulement il y a des royalties qui sont reversées à des intérêts chinois, mais en plus de ça, l'essentiel de la production se fait en Chine. Mais ce n'est pas le seul problème. Le vrai gros problème de ces batteries, je parlerai de la recyclabilité des batteries un peu plus tard dans cette présentation, c'est d'abord un problème capacitaire.
Pour pouvoir faire ces batteries, vous avez besoin de tout un tas de métaux. Vous avez besoin de tout un tas de métaux dont certains sont critiques. Pourquoi est-ce qu'ils sont qualifiés comme critiques par l'Union européenne? Tout simplement parce qu'ils sont indispensables à la fabrication de certains objets, notamment les batteries électriques. Donc, dans un monde qui s'électrifie, c'est important d'en avoir. Et ils ne sont pas détenus ou maîtrisés par des intérêts, on va dire, amis sur le plan économique. Donc, ces métaux critiques, aujourd'hui, ils sont en nombre limité et on verra tout à l'heure à quel point ils sont détenus par des intérêts qui sont étrangers aux intérêts européens et j'irais même occidentaux. Mais pour rester uniquement sur le problème capacitaire, on nous dit, OK, on va interdire la vente des véhicules thermiques à horizon 2035. C'est très bien. C'est très bien, les véhicules thermiques sont très polluants, ils posent tout un tas de problèmes, pourquoi pas. Mais en l'état actuel de la technologie, et en l'état actuel des ressources, enfin des gisements de ressources connus pour fabriquer ces batteries, et notamment de ces ressources critiques, on a quand même un problème structurel. Parce que, en l'état actuel de la connaissance des stocks et des gisements, on a de quoi construire, fabriquer environ 700 millions de batteries. Vous allez me dire, 700 millions de batteries, c'est super, c'est génial. Surtout si derrière ces batteries, on sera en capacité, pourquoi pas, de les recycler. OK. Sauf que la dernière fois que j'ai regardé, on a 2,8 milliards de véhicules circulant sur la planète. C'est-à-dire qu'en l'état actuel de la technologie et en l'état actuel de nos connaissances au niveau des gisements nécessaires pour produire les batteries, on est capable, peu ou prou, d'électrifier environ 25% des véhicules actuellement circulant dans le monde. Et je ne parle que des véhicules particuliers à 4 roues. Donc, on a un problème structurel. Et pour pouvoir le résoudre, il faudra soit des sauts technologiques assez importants, soit une capacité à recycler nettement supérieure à aujourd'hui, ou découvrir de nouveaux gisements avec les problématiques environnementales et sociales liées à l'extraction sur lesquelles je reviendrai dans une petite minute. Mais puisque j'ai évoqué le recyclage, continuons avec le recyclage. Le recyclage, aujourd'hui, est un problème, mais à mon sens, c'est un problème qui va être relativement vite surpassé. Le problème qui se pose au niveau du recyclage aujourd'hui, c'est plus une défaillance de marché. Parce qu'en l'état actuel des choses, on a été très peu incité sur le plan économique et stratégique à mettre en place des filières de recyclage. Simplement parce que ça coûte encore moins cher, jusqu'à un passé très récent, de produire de nouveaux objets, une nouvelle batterie, plutôt que de les recycler. Ce monde est en train de s'effondrer. On est sur un monde où, effectivement, le recyclage va devenir de plus en plus rentable. Tout simplement parce que les métaux et l'énergie liée à l'extraction de ces métaux vont devenir suffisamment rares et chers pour rendre le recyclage nettement plus rentable. Donc, effectivement, grâce à des subventions publiques, mais surtout grâce à des mécanismes de marché qui vont prendre le relais, eh bien, on aura, me semble-t-il, à moyen horizon, mis en place à la fois des usines de recyclage, mais aussi tout le circuit économique qui va de la recyclabilité jusqu'au recyclage effectif et la réintroduction dans le circuit économique. La question qui se posera, c'est serons-nous capables plutôt de le faire dans des volumes suffisamment importants et suffisamment rapidement également pour éviter que s'entassent et continuent de s'entasser des centaines de millions de batteries, pas uniquement d'ailleurs de véhicules électriques, mais aussi des batteries utilisées pour nos téléphones portables ou pour nos ordinateurs, dans des cimetières électroniques à ciel ouvert, notamment en Inde, au risque de polluer les sols, entre autres choses. L'extraction. L'extraction, c'est vraiment le point, on va dire, le plus problématique pour moi. Je vous ai mis en haut à gauche une infographie qui vous montre à quel point le véhicule électrique est un véhicule qui consomme énormément plus de métaux que les véhicules conventionnels. Dans le véhicule électrique, vous avez besoin de beaucoup de cuivre, du lithium, du nickel, du manganèse, du cobalt, du graphite, du molybdène, etc., etc. Et tout ça mis bout à bout, que vous en ayez besoin pour le véhicule en tant que tel ou pour la batterie,
ce sont des métaux qui sont absolument nécessaires à la fabrication du véhicule, mais surtout qui, mis bout à bout, sont infiniment plus nombreux et plus importants que dans les véhicules conventionnels, c'est-à-dire les véhicules thermiques. Alors, ok, si on passe du thermique à l'électrique, ça veut dire qu'on va avoir besoin, toutes choses égales par ailleurs, à technologie constante, on va avoir besoin de beaucoup plus de métaux que ce dont on avait besoin jusqu'à présent. Bon, déjà, intéressons-nous à l'impact environnemental de l'extraction. Je vous ai mis des photos sur la présentation, elles ne rendent même pas compte de la réalité du saccage environnemental et social lié à l'extraction des métaux. Les métaux, aujourd'hui, pour les extraire, je suis désolé de le dire, mais c'est une activité qui est absolument polluante et qui est absolument désastreuse sur le plan humain. Sur le plan humain, tout simplement parce qu'on fait travailler de la main-d'œuvre très bon marché à l'autre bout du monde qui va régulièrement mourir dans les mines pour pouvoir extraire les minéraux dont on a besoin pour nos activités industrielles. Mais pas uniquement. C'est aussi des zones que l'on pollue et qui génèrent des affections longue durée aux populations autochtones, quand elles ne sont pas tout simplement expropriées d'ailleurs, pour qu'on puisse continuer à faire nos activités d'extraction intensive. Mais aussi parce que c'est une activité qui demande beaucoup d'énergie. Donc, pour pouvoir faire de l'extraction massive, vous avez besoin d'énergie en très grande quantité. Bon, je vous le montrerai tout à l'heure, mais aujourd'hui, l'énergie qui est utilisée à l'échelle internationale pour nos besoins industriels et notamment nos besoins extractifs en minéraux, c'est tout sauf de l'énergie propre. C'est du charbon et ça contribue évidemment au réchauffement climatique. Et puis, au-delà de ça, vos métaux, une fois que vous les avez extraits, souvent à travers des mécanismes en plus qui sont très polluants, parce que vous allez faire de la fracturation de roches, vous allez envoyer vous allez gaspiller de l'eau, parfois vous allez polluer aussi de nappe phréatique liée à cette activité extractive. Et bien en plus de ça, ces métaux, il va falloir les raffiner. Et là, pareil, vous allez utiliser des choses aussi saines que le cyanure, par exemple, ou le mercure. Et ce cyanure et ce mercure va finir parfois par polluer aussi les sols et les nappes phréatiques. Bref, vous êtes sur une activité qui est ultra polluante. Et manque de bol, il va falloir encore intensifier nos efforts dans les prochaines années pour pouvoir avoir suffisamment de métaux pour pouvoir produire nos véhicules électriques et globalement tout ce qu'on entend électrifier. Mais ça pose aussi un problème géostratégique et économique. Parce que Guillaume Pitron, d'ailleurs, l'a très bien montré dans son excellent livre qui s'appelle « La guerre des métaux rares », les métaux les plus critiques aujourd'hui dont on a besoin pour l'électrification de nos activités sont soit sur le sol, soit détenus par des intérêts capitalistiques chinois. Vous le voyez de façon très nette sur le graphique que je viens de vous faire apparaître. Toute la zone rouge, ce sont des zones de contrôle, soit sur le plan national, géographique, soit sur le plan capitalistique, de nos capacités d'extraction connues en matière de métaux. Et donc, n'importe quel étudiant, bon étudiant peut-être en stratégie, c'est que lorsqu'on est face à une répartition aussi inégalitaire de biens dont on a besoin pour pouvoir tout simplement les transformer en d'autres biens à la sortie, lorsque s'engage une discussion économique entre un acheteur et un vendeur, le rapport de force n'est pas à notre avantage. Mais s'il n'y avait qu'un problème économique, à la limite, ce ne serait pas le plus dramatique. Parce que cette situation d'ultra-dépendance à des intérêts chinois nous met aussi dans une situation d'ultra-dépendance sur le plan géostratégique vis-à-vis de la Chine. La Chine, aujourd'hui, est en mesure d'activer des moyens de pression aussi forts qu'un embargo sur la livraison de métaux rares. Ces métaux rares, on en a besoin pour toutes nos industries, y compris les plus stratégiques, y compris pour les industries de la défense. Et aujourd'hui, cette industrie, elle est détenue très majoritairement, et parfois sur certains métaux de façon complètement monopolistique, par des intérêts chinois, et les Chinois l'ont bien compris, et n'hésitent pas, que ce soit sur le plan du rapport de force économique, mais également sur le rapport de force diplomatique, à utiliser ce rapport de force qui leur est complètement favorable, au détriment des intérêts géostratégiques des États occidentaux et des intérêts industriels des industriels occidentaux.
Si vous vous posiez la question ces dernières années, moi je me la suis posée, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de transferts de technologies sans contrepartie apparente avec la Chine? Peut-être, je dis bien peut-être, mais en tout cas c'est l'explication la plus logique qui est apparue à mes yeux. Peut-être que c'était conditionné à la poursuite de livraison de métaux rares à nos industries, et notamment les plus sensibles d'entre elles. Peut-être. On va finir de compléter notre chaîne de valeur en parlant de l'énergie dont on a besoin pour pouvoir alimenter nos véhicules électriques. Parce que oui, effectivement, ils ont beau être électriques, à un moment donné, ils ne fonctionnent pas grâce à la biomasse, quoi. Donc, on a besoin d'électricité pour pouvoir tout simplement les recharger, ces véhicules électriques. Alors, au niveau de la charge, donc vraiment du réseau de distribution de l'énergie, pareil que pour le recyclage, on a une petite défaillance de marché qui est en train de se résoudre aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que jusqu'à présent, les industriels n'étaient que très peu incités à investir dans un réseau de recharge, dans des bornes de recharge, tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de véhicules électriques en circulation pour assurer ne serait-ce qu'un espoir de retour sur investissement. Plus il y aura de véhicules électriques en circulation, plus les industriels pourront effectivement déployer des investissements pour déployer ce réseau de charge sans avoir besoin d'avoir recours à la subvention. Donc, subvention publique, évidemment. Donc ça va être très probablement résolu. Mais attention à l'inflation autour du prix de l'énergie. Et là, vous le voyez dès aujourd'hui, en fait, l'inflation du coût de l'énergie n'est pas que conjoncturelle. Il y a des éléments conjoncturels liés à la guerre en Ukraine, à nos difficultés d'approvisionnement en gaz. Il y a des difficultés également plus conjoncturelles que structurelles, quand bien même on pourrait discuter ce point-là autour de la disponibilité de notre parc nucléaire. OK. Mais il y a aussi, et ce depuis maintenant plus de 15 ans, une inflation structurelle du prix de l'énergie, tout simplement parce que nos besoins en énergie, en électricité en tout cas, augmentent plus rapidement que notre capacité à en produire, surtout à en produire de façon propre. Donc, quand on est sur un trend structuré de ce type-là, on sait que les prix de toute façon ne peuvent pas aller à la baisse sur le moyen long terme. D'autant qu'aujourd'hui, la charge sur les véhicules électriques ne fait pas l'objet d'une taxe spéciale comme l'est le carburant pour les véhicules thermiques. On n'a pas de TIPP pour l'instant sur les véhicules électriques. Mais au fur et à mesure que le parc thermique va se réduire et que la manne fiscale de l'État va se réduire autour de la TIPP, vous croyez vraiment qu'on n'aura pas une charge, enfin un impôt spécial sur la recharge électrique dédiée aux véhicules? Mais le plan est déjà, je suis désolé de le dire, mais il est déjà sur l'étagère à Bercy. On attendra le bon moment pour l'activer. Mais c'est évident qu'on l'État ne se privera pas, encore moins dans des situations de difficultés budgétaires telles qu'on les connaît maintenant depuis un peu trop longtemps, ne se privera pas de cette manne-là. Donc, évidemment qu'il cherchera à reconstituer cette manne fiscale et les véhicules électriques sont le usual suspect, on va dire, le plus prévisible en fait. Donc, oui, il ne faudra pas s'étonner à ce que, effectivement, il y ait une inflation structurelle autour de l'énergie et que rouler en électrique sera toujours probablement plus cher qu'aujourd'hui. Et puis, l'énergie. L'énergie, il faut la produire. Et là aussi, je suis désolé de le dire, mais c'est une activité polluante. Alors, on peut très bien dire, oui, mais regardez, nous, en France, on a un mix énergétique qui est essentiellement décarboné parce qu'on a beaucoup misé sur le nucléaire, qu'on mise de plus en plus sur renouvelable et c'est super. On a aussi des barrages hydroélectriques qui sont très propres, etc. Super, c'est génial. Sauf que, encore une fois, le réchauffement climatique, c'est un phénomène global. Donc, ce qui importe, c'est comment est produit l'énergie dont on a besoin à l'échelle planétaire. Parce que le réchauffement climatique, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, en fait. Il ne s'arrête pas aux frontières de la Chine. Et donc, la consommation énergétique mondiale, je suis désolé, mais elle est extrêmement carbonée et elle va le rester pendant encore de nombreuses années. Et finalement, cette énergie, on la retrouve à la fois dans, j'en parlais tout à l'heure, dans
l'extraction des métaux. Donc les métaux qu'on met dans la batterie ou dans le véhicule électrique sont des métaux qui sont extrêmement carbonés parce qu'on a eu besoin d'énergie fossile en très grande quantité pour les extraire et pour pouvoir usiner ces véhicules. Mais en plus, dans nombreux pays au monde, alimenter son véhicule électrique, c'est aussi faire appel à des usines de production énergétique thermique à base de charbon, à base de pétrole, à base de gaz naturel qui n'a de naturel que le nom, mais certainement pas à base d'énergie décarbonée. On est encore très très loin du compte. Et puis, là aussi, on a un autre problème qui est un problème capacitaire. On a un problème capacitaire. Serons-nous capables de fournir suffisamment d'énergie, ne serait-ce, là, je ne prends vraiment que les frontières hexagonales, là, pour le coup, hein, et France métropolitaine. Serons-nous capables de produire suffisamment d'énergie dans un monde qui aura basculé intégralement, au bout d'un certain temps, sur l'électrique? Là, il y a de vrais débats. Alors certains, les plus optimistes, nous disent oui, mais en fait, d'ici là, on aura relancé le programme nucléaire, c'est super, on aura de l'énergie en abondance. D'autres vont nous dire, en plus de ça, on sera doté de réseaux intelligents qui vont permettre de mieux piloter, mieux optimiser l'énergie, ça va être super. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus réalistes et qui nous disent oui, mais attention, parce qu'aujourd'hui, on a peut-être la capacité de pouvoir électrifier demain 30, 40 millions de véhicules en France, mais le problème, c'est que ce ne sont pas les seuls objets qui font un appel énergétique. Dans un monde où, dans le même temps, on a de plus en plus de téléphones portables, on a de plus en plus de méga serveurs, des data centers à alimenter, mais aussi des ordinateurs, et pourquoi pas le métavers. Tout ça, c'est des conflits d'usage pour la même électricité. Est-ce qu'on sera capable d'électrifier les véhicules que l'on entend faire circuler sur nos routes demain, dans un monde où il y aura des conflits industriels pour pouvoir acquérir cette énergie dont on a besoin pour exercer nos activités, mais aussi faire avancer nos véhicules? Alors, je vais finir ce panorama par 3 remarques conclusives et ensuite j'essaie de répondre à toutes vos questions. 3 remarques conclusives. La première, c'est, je voudrais qu'on se pose juste une petite minute en fait. Je voudrais qu'on se pose une petite minute sur les raisons qui m'ont amené en fait à confronter ces deux images qui a priori n'ont rien à voir entre elles. La planification et le casino. Quand l'Union européenne décide d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs à horizon 2035, elle est dans une forme de planification. Et finalement, elle incite les industriels, les fabricants de véhicules, mais également tout l'écosystème autour des véhicules à investir pour qu'en 2035, au plus tard, on soit en ordre de marche au niveau européen pour pouvoir effectivement accueillir ces véhicules électriques en masse. Mais vous l'avez vu, en fait, à travers le petit voyage qu'on a fait sur la chaîne de valeur du véhicule électrique, il y a plein de points qui sont des points d'achoppement. Et on n'est pas sûr, en fait, de réussir à résoudre les problèmes qu'ils posent, ces points d'achoppement. On n'est pas sûr de réussir à franchir ces écueils. Or, un écosystème, c'est un tout. La valeur, la force, la solidité d'une chaîne, elle se mesure à son maillon le plus faible. Si à un seul endroit de cette chaîne, on a des défaillances structurelles, globalement, on sera sur une inefficience sur le plan global. Et en fait, ce que je reproche, moi, actuellement à l'Union européenne, en l'état actuel des choses, elles peuvent évoluer. Il ne faut pas s'interdire à penser le meilleur. Mais en l'état actuel des choses, moi, la planification de l'Union européenne, elle me fait penser à un joueur compulsif au casino. Le joueur qui arrive, qui met une mise sur la table de poker, une mise sur la table de blackjack, une mise sur la roulette, une mise sur le craps, et qui espère que toutes ces mises soient gagnantes pour à la sortie sortir gagnant du casino. Mais si on observait dans la vraie vie un parieur compulsif tel que celui-ci, on dirait qu'il a un problème. On devrait même interdire de casino, en fait, quoi. Mais là, en fait, globalement, en l'état actuel des choses, c'est un petit peu la sensation que ça me fait éprouver, en fait, cette planification. Et ce qui me gêne d'autant plus qu'une autre planification était possible, à mon sens.
On aurait très bien pu imaginer une planification où on sort du tout véhicule. Alors attention, quand on sort du tout véhicule, ça ne veut pas dire plus de véhicules, ni thermiques, ni électriques, ni quoi que ce soit, à horizon 2035. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est qu'on a créé un système où on est dépendant finalement de la mobilité individuelle qui aujourd'hui est très largement permise grâce aux véhicules individuels. Mais peut-être qu'on aurait pu planifier une autre société. Une société où on aurait relancé en fait la mobilité collective à travers des grands plans ferroviaires très ambitieux sur les lignes à grande vitesse, mais aussi et surtout sur les lignes locales qui aujourd'hui sont en train de dépérir. On aurait pu aussi imaginer une société du télétravail. On aurait pu aussi imaginer une société où on reconnecte en fait les lieux de vie avec les lieux de consommation plutôt que d'aller faire des hypermarchés à 30 km des lieux de vie, etc., etc. Une autre planification était possible. Elle me semblait moins risquée sur le plan stratégique et tout aussi ambitieuse sur le plan environnemental, en fait. Mais on a choisi, à mon sens, probablement pour de mauvaises raisons, des raisons liées à l'absence de volonté de remettre en cause ce tout véhicule. Voilà, on a choisi un schéma, une planification qui me semble nettement plus périlleuse et probablement moins efficiente à la sortie. On verra si l'avenir me donne tort. La deuxième remarque que je voulais vous faire me permet de parler de Arthur Cécile Pigou, qui est un économiste qui a théorisé les externalités positives et négatives. Et les externalités négatives, globalement, c'est quoi? Ce sont tous les impacts liés à nos activités, notamment industrielles, qui, en fait, permettent de générer de la richesse d'un côté, par la création de biens et de services qui vont être vendus et consommés, etc., mais qui génèrent aussi tout un tas d'externalités très négatives en matière de pollution, en matière énergétique, etc., pour des populations qui n'ont quasiment rien demandé. Et j'aime beaucoup cette illustration parodique que je vous ai mis dans le cadre de cette présentation. On l'a vu dans le cadre de cette présentation. On a fait ce travail pluridisciplinaire pour regarder ce qui se passe au niveau de l'extraction des métaux, au niveau de la production énergétique. Ouais, on se rend compte que ces véhicules ne sont pas si propres que ça lorsqu'on prend l'ensemble de la chaîne de valeur. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les activités extractives sont très loin du continent européen et génèrent des drames écologiques et humains qui sont loin de nos yeux. Et en quelque sorte, on perpétue une longue tradition d'externalisation de notre pollution loin des yeux. Parce que ceux qui ont à en souffrir en première ligne, pas en seconde ligne, parce que le réchauffement climatique, on y aura tous le droit. Mais en première ligne, ce ne sont pas nos populations. Donc on contribue au problème, mais on n'est pas les premières populations à en subir les conséquences. Voilà. Globalement, depuis que l'industrie est industrie, c'est à peu près le schéma qui est poursuivi. Ça s'est accéléré évidemment avec les vagues de délocalisation monstrueuses qu'il y a eu à partir des années 70 et 80. Et là, quelque part, pareil, ce véhicule électrique, il me laisse un petit goût amer dans la gorge parce que quelque part, il perpétue cette longue tradition, là où on se prétend beaucoup plus vertueux. Et puis, je terminerai ce propos avec une troisième remarque. J'ai retrouvé dans les archives du Figaro un article qui date de 1900. 1900. On voit apparaître les premiers véhicules thermiques à Paris, dans une ville qui est déjà une ville qui est très fortement peuplée, très dense, et dans laquelle le mode de déplacement standard, ça reste la calèche tirée évidemment par des chevaux. Et je vous cite un extrait de cet article. Les bas-côtés sont de vastes et humides litières de crottin épaisses par place de plusieurs centimètres, et la ligne centrale est complètement sèche, luisante, propre, sans saleté, sans poussière, comme cirée par les caoutchoucs des automobiles. Les voies centrales, c'était les voies qui étaient réservées dans les grandes avenues pour la circulation de ces nouveaux véhicules thermiques, qu'on appellerait plus tard voitures. Tandis que les calèches, sur ces axes-là, étaient reléguées sur les bas-côtés. À l'époque, on était très très loin d'imaginer, avec la connaissance de l'époque, que ces véhicules thermiques poseraient, à un moment donné, du fait de leur massification, mais aussi de la technologie, finalement, cœur, qui est le moteur à combustion, poserait un problème écologique.
à l'époque, ce véhicule thermique était perçu par l'immense majorité des personnes comme la solution propre à un problème de pollution causé par les calèches et évidemment les déjections des chevaux. Eh bien, je me demande si avec le véhicule électrique, en l'état actuel des choses, on n'est pas sur le même niveau de biais de perception en fait. On pense que c'est la solution propre à un vrai problème, mais lorsqu'on tire le fil jusqu'au bout, on se rend compte que ce n'est pas si propre que ça et que ce n'est pas exempt de tout un tas de problématiques sociales, géostratégiques, économiques, mais aussi environnementales. Voilà, je vous remercie pour votre confiance. Et puis, je vais demander peut-être à Stéphanie de revenir vers moi pour jouer la médiatrice entre vos questions et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Oui, Julien, je remets mon micro. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant et on voit que les remarques, on va dire que voilà, ça a déchaîné un petit peu le chat, comme tu as pu le voir sur le côté. Il y a quelques questions et donc moi je remercie nos participants puisque je vois que le sujet vous passionne lorsque je vois défiler vos remarques sur le chat. Il y a des questions, donc si vous souhaitez les poser dans l'onglet questions qui est à la droite de votre écran. Je ne sais pas si tu les vois, Julien. Alors, en fait, il y a deux onglets. Il y a l'onglet questions et l'onglet chat. L'onglet chat. On va favoriser l'onglet questions parce que le chat, ce serait un petit peu long de revenir à toutes les remarques que vous avez faites. Et je pense que vous avez pas mal débattu entre vous. Tu les vois, Julien, l'onglet questions? Oui, je les vois. Eh bien, écoute, je te laisse les traiter dans le temps qui nous est imparti. C'est-à-dire nous avons encore un gros quart d'heure. Nous avons précisément 16 minutes. Donc, on va commencer par la première, celle de Jean Bernard, World Energy Consumption. Quelle est la part de l'hydrogène? Quel est votre avis sur le modèle de production d'hydrogène vert? Et est-ce que vous nous conseillez de garder nos véhicules thermiques, ceux qui ne sont pas trop bourrés d'électronique? Alors, je vais essayer de répondre à cette question qui est beaucoup plus dense qu'il n'y paraît. Merci, oui. Jean-Bernard. Moi, effectivement, actuellement, celui qui me fera acheter un véhicule électrique n'est pas encore né, en l'état actuel des choses, soit très clair. Donc, quand on me pose la question, oui, pour l'instant, pour tout un tas de raisons qui, je pense, ont transpiré pendant ma présentation, j'aurais plutôt tendance à dire conservez vos véhicules thermiques, mais essayons d'en avoir un usage peut-être un peu plus raisonné et responsable que celui qui est le nôtre actuellement. Parce qu'encore une fois, le véhicule thermique n'est pas exempt de problème, hein, je pense l'avoir dit. Mais pour essayer de répondre à la question sur l'hydrogène, donc moi je ne suis pas un spécialiste de l'hydrogène, je vois tous les projets qui se lancent, qui commencent à trouver des investissements. Ça me paraît intéressant. Maintenant, pour des raisons purement d'économie industrielle, je n'y crois pas dans le cadre de la mobilité individuelle sur des véhicules. Pourquoi? Pour plein de raisons, en fait. Mais si je devais aller vraiment droit à l'essentiel, tout simplement parce que le standard aujourd'hui, le standard technologique sur lequel les entreprises du monde entier ont investi, est un standard électrique. Et les industriels aujourd'hui qui investissent dans ce standard-là entendent réaliser des économies d'échelle et des gains d'expérience et d'apprentissage. Donc, ils sont de plus en plus incités à vendre du véhicule électrique, d'autant que l'écosystème autour du véhicule électrique, lui aussi, commence à prendre forme du fait de ces investissements qui sont tous fléchés dans la même direction. Et prenons un exemple vraiment, vraiment bateau. La dernière fois que j'ai regardé, le coût de la borne de recharge pour un véhicule électrique était environ de 40 000 euros. Je prends vraiment le coût total. Une borne, 40 000 euros. Une borne pour véhicule hydrogène, la dernière fois que j'ai regardé, c'est 1 million d'euros. Donc, en fait, le coût lié à la mise en place de l'écosystème pour une mobilité hydrogène, en l'état actuel des choses, est beaucoup trop hypertrophié pour que ça puisse intéresser les industriels dans le cadre de la mobilité individuelle. Mais je fais le pari, en revanche, que l'hydrogène aura son mot à dire dans tout un tas d'industries, en tant que, évidemment, énergie, mais aussi dans certains modes de transport
Je pense notamment au transport maritime, mais aussi au transport aérien. Donc là, pour la mobilité individuelle, j'ai peur que les jeux soient faits dans la mesure où il y a trop maintenant d'acteurs industriels, que ce soit des constructeurs de véhicules, que ce soit des constructeurs de batteries, que ce soit des usines de recyclage spécialisées dans les batteries de véhicules électriques, que ce soit dans le réseau de recharge des véhicules, et j'en passe, qui sont orientés vers ce type de standard-là et qui sont donc en fait ce qu'on appelle une communauté de destin, c'est-à-dire qu'ils sont tous solidairement axés et intéressés par la réussite de ce standard-là plutôt que tous les autres. Donc à partir de là, ils sont tous solidaires pour survivre ensemble, pour faire en sorte que ces investissements qu'ils ont consentis pendant les décennies à blanc soient des rentabilités demain, après-demain, et si possible sur le très long terme. Ok, merci Julien. Donc assez compliqué de... Comment ? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Si je me permets une question d'Alphonse, donc est-ce que cette migration du véhicule thermique au véhicule électrique pourra jouer sur le prix du véhicule et les redevances y afférentes? Alors, je ne suis pas sûr et certain de bien comprendre la question, mais je vais tenter quand même une réponse pour que Alphonse ne reste pas sur sa faim. Si on parle du prix d'achat, le prix d'achat du véhicule électrique, il a déjà fortement baissé en fait, quand on y réfléchit. Tout simplement, pourquoi? Parce que à force d'en vendre, on arrive à en produire de moins en moins cher. On a des économies d'échelle, on a des effets d'apprentissage, et ça permet en fait de construire des véhicules pour moins cher qu'auparavant, et donc ça se ressent sur le prix de vente pour le consommateur final à marge constante. Ça, c'est un fait. Donc, ce qui est aussi factuel, c'est qu'on achète aujourd'hui des véhicules électriques moins chers, qui sont beaucoup plus performants que les véhicules électriques qu'on achetait plus cher il y a 5 ou 6 ans, parce qu'on a fait des progrès sur l'autonomie des véhicules, etc. OK. Maintenant, ça, c'est l'analyse des faits économiques passés. Je suis incapable de dire comment vont évoluer les prix des métaux de façon structurelle dans les prochaines années. Mais également le prix de l'énergie qui est nécessaire pour pouvoir usiner ces véhicules dans les prochaines années. Et donc, il n'est pas impossible de voir une inflation au niveau des coûts de production, parce que les métaux sont plus rares et donc plus chers, parce que l'énergie coûte plus cher aussi, qui pourrait de nouveau être répercutée sur le prix de vente de ces véhicules. Donc, voilà, il y a des faits économiques qu'on est capable aujourd'hui d'observer et de valider, et puis des projections plus prospectivistes sur lesquelles il est tout à fait permis d'avoir quelques doutes sur la capacité d'avoir des véhicules thermiques en abondance et peu chers. Alors que les véhicules électriques, mais par contre, les véhicules thermiques, eux, on l'a vu, ils n'ont pas besoin de batterie électrique, ils ont besoin de beaucoup moins de métaux pour pouvoir être produits. Et aujourd'hui, on arrive à les sortir quand même pour moins cher en termes de coût de production, et donc moins cher en matière de prix de vente. Ok. C'est très clair, merci Julien. Alors, une question aussi qui, je pense, nous vient d'Afrique. Alphonse, donc je prends les dernières arrivées. Très pratico-pratique, comment les véhicules électriques fonctionneront normalement dans les pays à climat équatorial humide, où il pleut les 3/4 de l'année? On a pas mal de questions qui remontent là-dessus. Je pense qu'on a quelques participants, un nombre assez important de participants en Afrique où l'IFG est implanté. Donc, quid de ces pays-là et quel est le rapport avec le climat équatorial qu'on peut rencontrer dans ces pays? Stéphanie, je n'arrive pas à retrouver la question dont tu viens de faire la lecture. Et comme ça a coupé, ton micro a coupé pendant une microseconde, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Donc, en fait, c'est comment les véhicules électriques fonctionneront normalement dans les pays à climat équatorial humide, où il pleut les 3/4 de l'année? Ça, c'est une bonne question. Il faut en parler à un expert physicien. Il est vrai que, on le sait, le climat a un impact sur l'autonomie des véhicules. Oui. C'est un impact en fait sur la capacité du véhicule à pouvoir
transformer finalement cette énergie en énergie électrique en force motrice. Donc, c'est évident que dans un monde qui se réchauffe, on a aussi des problématiques de ce type-là qui vont se poser. Mais c'est même pas le pire, en fait, parce que on veut des véhicules électriques qu'on espère réellement propres. On a vu qu'une partie du problème repose aussi sur notre capacité donc à fabriquer de l'énergie propre. Pour l'extraction, je pense que ça va être très, très compliqué. Mais fabriquer de l'énergie propre, ça veut dire miser sur des énergies renouvelables, certes, mais qui ont, pour certaines d'entre elles en tout cas, le fâcheux défaut, on va dire, structurel d'être intermittente, et donc de miser de plus en plus sur l'hydroélectricité et le nucléaire. Le problème, c'est que dans un monde qui se réchauffe, produire de l'énergie nucléaire, ça va être plus compliqué que ça ne l'était auparavant, parce que les centrales nucléaires ont besoin d'eau en très grande quantité pour pouvoir tout simplement refroidir les centrales et produire cette énergie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les centrales nucléaires sont toujours implantées à côté d'un cours d'eau. Ça va être un fleuve, ça peut être des mers, ça peut être des océans, ce que vous voulez, mais toujours à proximité d'un cours d'eau. Et les barrages hydroélectriques, pareil, par définition, ils ont besoin de précipitations qu'on est capable de capter. Dans un monde qui se réchauffe, notre capacité à pouvoir produire cette énergie de base, contrairement aux énergies intermittentes, les énergies renouvelables qui sont intermittentes, mais c'est une énergie de base qui est absolument nécessaire pour recharger nos batteries électriques, qu'elles soient pour des véhicules ou pour d'autres types de devices, elle se pose aussi. Parce qu'on a besoin d'eau et que l'eau va peut-être s'en raréfier. On l'a vu en France, on l'a vu pas plus tard que cet été. On a des cours d'eau qui ont tendance à se tarir et à arriver à un niveau critique qui pourrait à terme être suffisamment critique pour ne plus permettre de faire fonctionner nos capacités nucléaires à fond. Ok. Alors, on est aussi sur ces questions. Je te remercie, c'est très clair. Toujours Alphonse, en fait, avait une question. En arrêtant de produire les véhicules thermiques d'ici 2035, est-ce qu'on n'aura pas d'impact négatif sur l'économie mondiale qui se fonde sur la vente des produits pétroliers? Non, là, pour le coup, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, encore une fois, déjà, ça ne concerne que le continent européen pour l'instant. Et puis, on verra, parce que 2035, c'est quand même loin. Il n'est pas impossible que d'ici là, on puisse éventuellement repousser aussi l'application de ce texte. Ce n'est pas complètement à exclure. Et puis aussi parce que bon, le pétrole, on en a besoin pour alimenter les voitures, mais on a besoin en fait dans tout un tas d'autres domaines pour produire de l'énergie, déjà d'une part, pour faire voler des avions, pour alimenter tout un tas d'industries, pour faire du plastique, pour faire plein de choses. Donc en fait, le gros du marché du pétrole, va rester relativement stable si on ne modifie pas nos comportements et qu'on ne modifie pas également nos besoins d'appel en pétrole. En revanche, c'est plus l'économie du véhicule thermique qui n'est pas complètement, j'en ai parlé en début de présentation, qui n'est pas complètement transposable sur le véhicule électrique, qui, elle, peut réellement souffrir. Si vous êtes aujourd'hui un équipementier, vous pouvez vous poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, le véhicule thermique a tout un tas de pièces d'usure qui n'existent pas dans le véhicule électrique. Si votre activité, c'est de produire ces pièces d'usure, vous allez perdre énormément en économie. Et évidemment, si vous rentrez dans le schéma de décroissance, ça veut dire aussi du chômage. On le sait, on le voit aussi dans la filière du diesel, par exemple, qui est aujourd'hui une filière de plus en plus précaire. Bon, dans la filière du diesel, il y a des emplois liés au diesel qui sont en train de disparaître de façon massive. Et ça, c'est des emplois dont on se pose la question de savoir s'ils sont redéployables dans l'industrie de l'électrique ou dans une autre industrie, en fait. Donc, se pose aussi la question de la formation aussi des personnes qui pourraient être laissées pour compte du fait de cette transition technologique, tout simplement. Donc, mais c'est plus sur l'économie du véhicule thermique, celle qui n'est pas directement transposable vers l'électrique, que va se poser la question de la destruction de valeur, en fait. Ok. Alors, une dernière question, parce qu'on a peu de temps, il nous reste à peine 4 minutes, qui est très brève, la question de Martial. Et le magnétique? J'en sais rien.
Voilà, merci pour tes réponses. Voilà, une réponse tout aussi brève. De temps en temps, il faut admettre sa propre incompétence. Et en matière de magnétique, Martial, je suis désolé, mais je suis complètement incompétent. Donc, plutôt que de risquer de taper complètement à côté de la plaque, je préfère dire qu'en fait, finalement, j'en sais rien. Très bien. Alors, une autre question, je ne sais pas si tu auras le temps d'y répondre. Et la loi LOM, L-O-M, qui nous oblige d'aller vers le tout électrique, y aura-t-il une révision sur cette loi? Je ne sais pas si tu as la réponse. En fait, je viens d'y répondre d'une certaine façon. Ouais. Ce qu'une loi fait, une autre loi peut le défaire. Et il n'est pas interdit de penser que voilà, face à certaines problématiques qui seraient perçues comme impossibles à surpasser, on est une législation un petit peu différente qui se met en place, soit pour donner plus de temps aux industriels pour se mettre en ordre de marche, soit pour revenir sur quelque chose qui était planifié, quoi. Donc voilà, je pense y avoir répondu à la question. Ouais. Une autre loi peut le défaire. D'accord. Encore une autre question vraiment pratique. La durée de vie moyenne d'un véhicule électrique versus un véhicule thermique, est-ce que tu as en fait, c'est très compliqué de répondre à cette question-là, dans la mesure où les véhicules électriques, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, font l'objet d'innovation et d'amélioration en fait, de génération en génération. Donc les véhicules électriques d'aujourd'hui ont une autonomie supérieure, ils ont des batteries qui durent aussi plus longtemps que les véhicules d'il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans en arrière. Et puis, il est impossible de dire à quoi ressembleront les véhicules électriques standards dans 10, 15, 20 ans. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que le produit en tant que tel, le produit véhicule, donc batterie mise à part, aujourd'hui a une durée de vie qui est sensiblement supérieure aux véhicules thermiques, dans la mesure où c'est souvent des véhicules qui n'ont pas de pièces, ont beaucoup moins de pièces d'usure, mais aussi beaucoup plus simples en fait. D'ailleurs, beaucoup de véhicules électriques, on leur fait ce reproche-là, c'est d'être un petit peu trop pot de yaourt, si je puis me permettre l'expression. Donc tout ça influe sur la durée de vie de ces véhicules. Effet de mode mis à part. Maintenant, le vrai problème, c'est la batterie. Et une batterie de véhicule électrique, c'est son premier centre de coût. Donc, quelque part, quand votre véhicule électrique a une batterie qui a perdu suffisamment en efficacité pour que vous envisagiez de la changer, ça équivaut souvent à un centre de coût qui équivaut quasiment en fait, le rachat d'un autre véhicule. Donc, c'est ça qui est un petit peu déroutant avec le véhicule électrique, c'est que si on prend que le produit en tant que tel, il peut avoir une durée de vie, effet de mode mis à part, qui est supérieure au même véhicule thermique, mais lorsqu'on met la batterie dans l'équation, et en inférant le fait que la batterie est le premier centre de coût de ce type de véhicule, là, les choses s'inversent. Quand vous avez une pièce d'un véhicule thermique qui tombe en rade, vous n'avez aucune difficulté la plupart du temps. On a des petits soucis conjoncturels sur l'acheminement de certaines pièces actuellement, mais on va dire sur le temps long, vous n'avez pas vraiment de mal à faire réparer votre véhicule et donc à lui donner quelque part une seconde jeunesse. Sur le véhicule électrique, lorsqu'une batterie elle tombe en rade, c'est de suite des coûts supérieurs à 15, 20 000, parfois bien plus que ça. On parle d'euros là. Donc ça chiffre. Ok, très bien. Merci beaucoup, Julien. Je vois que nous arrivons à la fin de notre heure de webinaire et quand je vois le nombre de questions, malheureusement, nous sommes désolés, mais Julien, il faudrait prolonger encore d'autant de temps ce webinaire. Et merci beaucoup, Julien, pour la précision de tes réponses. On aurait aimé, bien sûr… Les participants à m'envoyer leurs questions sur mon lien Twitter ou le lien LinkedIn qui sont sur l'écran. Et je ne promets pas de répondre à tout le monde, surtout que parfois, on l'a vu tout à l'heure avec la question de Martial, je n'ai pas toutes les réponses non plus, mais voilà, je peux essayer de répondre à vos questions par ce biais-là, ce sera avec plaisir en tout cas. Mais en revoyant le replay, de toute façon, on voit que
On voit que le chat a bien fonctionné sur cette thématique. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on t'invite de nouveau sur une nouvelle thématique, toujours en lien avec les questions économiques et environnementales qui passionnent nos participants. Donc, voilà. Et donc, merci Julien de proposer de répondre à quelques questions via ton compte Twitter ou LinkedIn. Il ne faut pas hésiter à me rajouter. Je ne mords pas et c'est toujours avec plaisir que j'interagis sur les réseaux sociaux voilà, avec des personnes motivées qui ont envie de débattre et voilà, de discuter. C'est toujours avec plaisir en tout cas. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je vais en profiter aussi pour vous dire que le prochain IFG Live sera fin octobre avec Philippe Dessertine sur un sujet finance. Donc, nous allons renouveler ce type de rendez-vous qui, je vois, intéresse beaucoup nos participants et nous sommes ravis. Le replay vous sera envoyé dans la journée. Et donc, comme l'a dit Julien, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions et à débattre sur ce sujet passionnant. Merci encore, Julien, pour cette intervention passionnante. Et merci je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir. Au revoir.